Alors au niveau du look de cette moto face avant, des faces avant bien distinctives, et au niveau de la protection, on se rend vite compte que sur la Honda, le carénage est quand même plus protecteur que sur la Tracer 9 GT, donc normalement on aura une meilleure protection des jambes. Au niveau du buste également, on aura une meilleure protection. On a une bulle toujours très échancrée sur la Tracer 9, là où la bulle de la NT est plus large à la base, et on a même un déflecteur qui permet de protéger encore mieux les bras et les mains. Par contre, sur la Honda, pas de protège-main qu'on retrouve sur la Yamaha. Au niveau des pneus, des dimensions de pneus, c'est strictement identique entre les deux modèles. Au niveau des disques de frein, c'est un diamètre légèrement supérieur sur la Honda. En termes de débattement de fourche, on a des débattements plus longs, 150 à l'avant et à l'arrière sur la Honda, contre 130 mm sur la Yamaha. La Yamaha en mode GT, elle dispose de suspension semi-active KYB, réglage en précontrainte manuellement, et disposant de deux modes de suspension, le mode 1 qui est le mode sport et le mode 2 qui est le mode confort. Au niveau instrumentation, là effectivement ça marque la plus grosse différence. Deux écrans LCD 3,5 pouces pour la Yamaha, contre une dalle 6,5 pouces connectée Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto. Au niveau du réservoir, le réservoir fait 2,5 litres de plus sur la Honda. Les deux motos consommant toutes les deux 5 litres au 100, ça nous fait un gain de 50 km d'autonomie, de quoi aller chatouiller les 400 km avec la Honda contre les 350 pour la Yamaha. Les deux motos disposent d'une transmission par chaîne, toutes les deux. Au niveau du moteur, au niveau cylindré, avantage à la Honda. La Honda est un bicylindre en ligne, la Yamaha est un 3 cylindres. Puissance plus élevée chez la Yamaha, 119 chevaux mais à 10 000 tours, contre 102 chevaux à 7000 tours pour la Honda. Donc plus de puissance mais plus haut dans les tours. Et au niveau du couple, plus de couple sur la Honda et disponible à un usage plus bas. Donc vraiment une philosophie différente, une capacité d'allonge dans le CP3. La zone rouge est à presque à 11 000 tours. J'ai testé le Rupteur récemment en seconde et c'est vraiment grisant, les accélérations en montée dans les tours sans changer de vitesse, c'est extrêmement jouissif. Alors que le changement de vitesse se fait extrêmement simplement et de manière très fluide avec un shifter up and down de série sur la Tracer 9, là où il s'agit d'une option sur la Honda. Sur la Honda, on trouvera également l'option DCT, une boîte de vitesse automatique à double embrayage, disponible pour 1000 € de plus et engendrant un surpoids de 10 kg. Alors au niveau du poids des machines, celle-là est annoncée à 220 tout plein fait contre 238 sur la Honda. Donc la Honda sera une moto un petit peu plus lourde, mais je pense qu'elle sera bien équilibrée, donc ça ne devrait pas se ressentir plus que ça. Au niveau des bagages et de l'emport, là moi j'ai l'option platine. C'est une option supplémentaire qui vient se mettre sur les
sur les poignées et le montant qui est là d'origine. Ça coûte 90 €. Sur la Honda, c'est de série. Les deux valises sont également de série sur les deux modèles. La petite différence se situe dans le fait que ici, côté Yamaha, on peut y mettre un intégral de chaque côté, alors que sur la Honda, on ne peut pas. Autre différence également, sur la Honda, on a un pot d'échappement qui sort un peu sur le côté du véhicule, contrairement à la Yamaha où c'est complètement intégré avec l'échappement qui souffle directement vers le bas. Mais contrairement à l'Africa Twin par exemple, où le pot d'échappement remonte très haut, ce qui gêne la valise de ce côté-là, comme ici sur la Honda NT, le pot d'échappement est très bas, les valises sont presque identiques entre les deux côtés. Il n'y a qu'1 litre d'écart entre la valise qui se trouve côté pot d'échappement et la valise qui se trouve côté chaîne. Voilà pour ce qu'on peut dire sur la comparaison statique entre les deux modèles. Ah si, un petit point au niveau de la bulle, 2 bulles réglables de part et d'autre, 5 cm de débattement sur la Yamaha contre 6,5 je crois sur la Honda. Différence notable, c'est qu'ici on arrive assez facilement à ajuster la bulle en roulant, alors que sur la Honda on ne peut pas, il faut être à l'arrêt. Concernant l'équipement, les clignotants de la Honda s'arrêtent tout seul dans le temps, une temporisation, et également s'allument tout seul en cas de freinage d'urgence. Sur la Yamaha, on va trouver l'éclairage sur l'angle coupé à la centrale IMU qu'on ne trouve pas sur la Honda. Petit détail d'équipement, sur la Yamaha, on n'a qu'une prise 12 volts de série. La Honda propose également un port USB en série. Les deux véhicules disposent bien d'une béquille centrale. On va retrouver également sur les deux modèles les poignées chauffantes et le régulateur de vitesse. Donc si on veut effectivement comparer les deux véhicules, la Honda va proposer en atout ce large écran connecté, le bonus de 50 km d'autonomie, un moteur très coupleux et une bonne protection. Donc voilà, deux motos au même prix. La Yamaha va garder un avantage sur cette capacité à rouler de manière sportive, un moteur qui a une grosse allonge, la centrale inertielle qui permet à l'ABS de fonctionner sur l'angle, la moto est plus légère, les suspensions ont plus de réglages, un débattement plus court, donc c'est vraiment plus compatible avec des conduites un peu plus sportives. Mais sur l'usage entre le trajet domicile-travail, duo et solo, quel est le pourcentage de temps qu'on utilise vraiment avec une moto au-dessus de 7000 tours et vraiment poussée à fond et conduite très dynamique? Au final assez peu, donc la Honda a quand même vraiment aussi, je pense, un public qu'elle devrait séduire, ceux qui ne sont pas forcément fans des envolées dans les tours à 10 000 tours ou qui veulent rouler plus dans les clous de la légalité d'ailleurs. Alors me voilà au volant d'une DCT, une moto boîte auto. Et pour les démarrages en côte déjà c'est plus simple. Alors il y a pas mal de modes de paramétrage de la boîte. Et je suis sur le mode standard. On essaiera le mode sport tout à l'heure. On est déjà rendu en 3e. Oh, ça pas avoir à soucier du rapport engagé. C'est vraiment une forme de liberté. Bon, ça vibre un peu. Oh, qu'est-ce que ça vibre! Alors ce qui est très sympa, c'est quand on arrive dans un virage ou devant un rond-point, il y a une petite molette moins rétrogradage qui, comme sur ma voiture d'ailleurs,
permet de rétrograder tout en étant en mode boîte auto. Donc on laisse globalement en auto, mais on peut reprendre la main sur des rétrogradages. Et ça, c'est super sympa. Voilà, déjà en 3e. Et il passe vite les rapports quand même. Je suis déjà en 6. Impressionnant. Là, je trouve qu'effectivement, il roule vraiment extrêmement bas régime. Donc c'est sûrement très bien pour la conduite tranquille. Bon bah un bicylindre, ça vibre plus qu'un... Ça vibre plus qu'un 3 ou qu'un 4, mais ça reste contenu quand même encore. Donc là au niveau du mode moteur, je suis avec le mode moteur le plus puissant. Voilà, en 6e. Bon, on va commencer à rétrograder à la gâchette pour entendre un peu le moteur quand même. Ouais, le rétrogradage se passe très bien. Donc j'ai mis la bulle en position basse, je préfère voir au-dessus. Bon, le guidon est vraiment large, hein. Et la hauteur, bah, ça va, je fais 1m80 donc c'est bon, mais la NT 1100 va être très utile pour tous ceux qui voudraient profiter de ce moteur et de cette boîte et qui font moins d'1m75. Ouais, qu'est-ce que je fais en 4e ici? Donc ouais, avec la palette sur le moins, moi je pense que je l'utiliserai vraiment comme ça. Avant de vouloir enclencher une grosse accélération, hop, en rétrograde. Parce que si on le laisse faire tout seul, on va commencer à accélérer fort, il va se rendre compte qu'il est à sous-régime, il va rétrograder pendant qu'on accélère, c'est pas super fluide. En tout cas, c'est ce que je fais sur ma voiture. Un magnifique C4 Picasso. Bah, je suis plutôt conquis. Ah, à l'arrivée au rond-point, je cherche. Faut faire gaffe, cette manette là, c'est le frein de parking. C'est pas l'embrayage, c'est le frein de parking ici. Faire gaffe. Arriver dans un carrefour sans se soucier de débrayer, sans rien. Ouais, bah je finirai peut-être un jour par passer aussi à la boîte auto sur la moto. J'ai déjà franchi le pas sur la voiture. Ah oui, alors là, par contre en mode sport, dès qu'on lâche l'accélérateur, il y a un sacré paquet, un gros frein moteur. Ça rétrograde assez vite aussi en Sport 2, c'est vraiment sympa. Alors effectivement, on n'a pas les montées au régime de la Tracer 9. Mais je pense qu'il y a quand même largement de quoi se faire plaisir. Donc là j'ai aussi les suspensions pilotées haut de gamme qui n'a pas été... le modèle n'est pas décliné sur la NT 1100, on n'a pas ces suspensions disponibles. Ou alors c'est carrément une Africa Twin pour moi qu'il me faut vu que je suis grand. C'est dommage, c'est la section la plus la plus bosselée pour tester une moto, c'est bien ici. Allez, accèle en grand. Enfin bon, je suis pas. Ouais bah ça pousse quand même, hein. Il y a je suis en mode sport. Il y a un petit à-coup passage de vitesse, mais c'est un à-coup vers l'avant. Ah bah il m'a mis les... C'est gentil, il m'a mis les warnings, je vais freiner fort. Bah ça pousse hein, quand même. Ça
Ça pousse. Alors, est-ce qu'on arrive à changer de mode en roulant? Oui. Alors, Sport 3. Ah, à l'arrivée au stop et sans rien avoir sur la main gauche, c'est vraiment particulier. Mais c'est agréable, c'est vrai. Bon, pour ceux qui douteraient qu'il y a il n'y a pas assez de puissance pour s'amuser avec 100 chevaux, bah, non. Donc il y a aussi moyen de se faire cramer des points au permis avec le 1100 DCT Honda. Alors je crois que je me suis mis en mode manuel, mais je suis pas sûr. Ah si, j'ai plus de vitesse. Pas besoin d'être à 10 000 tours pour que ça déménage, hein. Il y a effectivement tellement de couples que... Je vous avoue que je ne pensais pas apprécier autant la balade. Je suis très agréablement surpris. J'avais déjà essayé par le passé cette moto avant d'acheter la Tracer 900. Et les vibrations du bicylindre m'avaient un peu gêné. J'avais l'impression de... Mais bon, ça fait bien. Le tableau de bord est vraiment magnifique. Donc le seul truc, c'est que quand vous aurez votre Waze en Android Auto sur l'écran du haut, il ne vous restera que le bas pour avoir les infos de la vitesse et de du rapport engagé si vous êtes en manuel. Mais du coup, ça veut dire que vous ne connaîtrez pas votre régime moteur, vous ne verrez pas le compte-tour. Ah ouais, rien à voir. À 40, je suis déjà en 4e. Ok. Donc bah là, effectivement... Ah mais pour une conduite urbaine, mais là c'est presque too much quoi. La route est grasse. Non. Ah si, ça va. J'ai remis au 6e. Bon, ça me... On va essayer sur l'autre. Allez, Sport 3. Ah mais donc vraiment la gâchette, mais j'adore. J'essaye sans mais... Ouais, il a repassé la 3 quand même.
Ouais, il faudrait une boîte DCT couplée à une caméra ou au GPS et de se dire si j'ai un virage, je te rétrograde avant même que tu en aies besoin. Ça serait pas mal. Ouais, mais en fait, pourquoi je mettrais pas 20 000 € dans ma moto et je m'achèterais une Africa Twin toute option DCT et suspension pilotée? Il y a un bouchon là-bas? Non. Bon bah du coup moi je me retrouve sur une Africa Twin parce que j'ai fait une chaîne YouTube dédiée à ma Tracer 9 GT que j'adore. Et pour pouvoir la vidéo qui a fait le plus de vues sur ces premiers 24 heures est une vidéo sur une Honda, d'accord. Je me retrouve à essayer pour faire une vidéo que j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas, j'essaye une moto mais c'est pas pour acheter, c'est pour faire une vidéo. Ah, c'est du Hayabusa. Eh bien non, parce qu'en fait vu que je suis grand, l'Africa Twin ça marche aussi hein. Je pourrais tester dans les graviers. Je sais pas. Mais ça reste efficace et il y a de quoi quand même tartiner, envoyer du gras, même si c'est à plus bas régime que sur la Tracer. Et ces modes de configuration de DCT sont vraiment très convaincants. Ils offrent vraiment des visages totalement différents. Les gâchettes, c'est vraiment sympa. On peut vraiment du coup adopter une conduite sportive et rétrograder selon ses envies à l'approche d'un virage ou à la sortie d'un village. Hop, on rétrograde, on accélère et bouf, ça part très fort. Sinon, laisse gérer. Et alors dans les bouchons, le confort, donc j'ai pas fait de bouchons, il n'y a rien que les CD de passage que j'ai eu à faire. Arriver sur un carrefour en se souciant uniquement de la route alentour sans avoir à gérer les vitesses, c'est vrai que c'est assez appréciable. Et alors du coup avec ces 100 chevaux je me disais ouais bah la Honda c'est un peu comme si on roulait en mode 4 avec le mode 4 de la Tracer 9 qui hybride à 100 chevaux comme la Honda, mais qui fait une course très progressive de l'accélérateur qui fait qu'on a l'impression de plus rien avoir. Limite on a l'impression de rouler, j'ai l'impression de rouler sur ma Tracer 700 A2 pour vous dire qu'on arrive poigné dans le coin et il se passe doucement quelque chose, mais en fait là on est à 100 chevaux en nominal, mais du coup avec le mode sport entre guillemets qui met toute la, enfin qui s'appelle cyclo ici, qui met toute la puissance moteur. On a une course d'accélérateur qui est assez courte, du coup ça reste très réactif l'accélération, et vu qu'il y a énormément de couples, bah au final ça tracte et ça bouge bien, donc on est en termes de sensation on est peut-être quelque chose qui se rapproche du niveau du mode 2 de la Tracer 900 où on a une course d'accélérateur qui est quand même très réactive. Ah, j'ai pas eu besoin de débrayer. Bon, alors, comment annoncer à sa femme que la moto qu'on a achetée il y a 6 mois, en fait, on aimerait bien en avoir une autre. Il faudrait des systèmes de location de moto où tu peux changer tous les 6 mois, un truc d'abonnement là. Multimarque. Et puis ou alors il faut 2 motos. Ou 3. Bon ben en tout cas, cette moto très sympa. Donc l'écran vraiment très bien, une grande protection, une grande visière, très très lisible. Alors pour chipoter, je dirais que le petit écran du bas, au lieu d'un LCD, il aurait fallu faire un petit TFT un peu plus, qui permette quand même notamment d'avoir le contour quand on a Waze. Mais vous me direz, avec une moto comme ça, à quoi bon voir le contour? On roule sur le couple et ça suffit très bien pour profiter du paysage. Ouais.
Bon, à bas régime, ça vibre un peu quand même là. Bon, je cherche encore l'embrayage à chaque fois que je freine, hein. Mais bon. Pour conclure cette vidéo, j'ai préparé quelques slides de synthèse. Au niveau des caractéristiques moteurs, donc les infos sur la cylindrée, puissance et couple, je vous mettrai le lien vers le document en commentaire de la vidéo. Également les comparaisons au niveau du châssis avec la suspension semi-active côté Yamaha et les diamètres de frein légèrement supérieurs sur la Honda. Au niveau dimension et poids, donc petit rectificatif par rapport à la première version de la vidéo, c'est bien 19 litres de réservoir pour la Yam contre 20 litres et demi pour la Honda, donc on gagne 1 litre et demi. Une garde au sol supérieure, donc pour passer les trottoirs ce sera mieux avec la Honda qu'avec la Yamaha. Par contre au niveau du poids, avantage Yamaha avec 220 kg contre 238 et 248 en DCT. J'ai essayé ce matin l'Africa Twin DCT qui fait le même poids et en fait les 250 kg ne gênent absolument pas pour évoluer même à basse vitesse. Le surpoids va peut-être gêner un peu sur les conduites très dynamiques. Au niveau de l'équipement, centrale inertielle uniquement côté Yamaha avec du coup l'éclairage adaptatif sur l'angle, le shifter up and down de série sur la Yamaha en option sur la boîte méca Honda, et par contre on a l'option DCT donc que j'ai découvert ce matin sur l'Africa Twin qui m'a vraiment beaucoup plu. Au niveau des équipements qui sont à l'avantage de la Honda, on va retrouver tout ce qui est lié à l'instrumentation, sa connectivité, Android Auto, Apple CarPlay, la prise USB qui est là de série alors que c'est une option côté Yamaha. Côté équipement équivalent, valise, régulateur de vitesse, poignée chauffante, bulle réglable en hauteur et béquille centrale. Par contre, Yam, on pourra la régler en roulant, c'est vraiment facile à faire. Et les valises logent chacune un intégral, ce que ne fait pas la Honda. Pour ranger ses intégraux, ces deux casques, il faudra prendre l'option Top Case, mais la platine est déjà prévue de série, donc c'est pas très cher. Au niveau du prix identique en boîte méca, 1000 € de plus pour la Honda. En synthèse, les points forts des deux motos, l'option DCT, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va procurer un agrément complémentaire à cette moto. Un moteur très coupleux et vigoureux, je pensais que ça allait être un moteur pépère, mais en fait il pousse quand même très fort et il y a de quoi s'amuser déjà avec 100 chevaux. Les 119 de la Yam ne sont pas forcément nécessaires. En point fort, le large écran connecté, l'autonomie supérieure, la bonne protection et la garantie 5 ans. Merci aux commentaires laissés sur la première vidéo où j'avais raté cette information importante. On gagne quand même 3 ans de garantie. Au niveau de la traceur, le shifter up and down de série qui est vraiment super bien, surtout au up. Il est parfait au up et presque parfait à la descente. On a une moto compatible pilotage sportif, les suspensions semi-actives, les montées en régime du moteur, une moto plus légère. On a également la centrale IMU 6 axes qui veille sur vous comme un ange gardien à l'approche des virages un peu trop optimistes. On a l'ABS sur l'angle, ça peut aider. Et petit bonus, les valises qui logent un intégral. Voilà, je vous mets le lien en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez tout le travail que je fournis, et pas uniquement pour vendre ma Tracer 9, mais pour vous aider à trouver la moto qui vous conviendra le mieux. A plus sur la chaîne.